Ils vivent dans les régions les plus reculées de la Terre. Nous partons à leur rencontre aux quatre coins du monde. Sirocco, le kakapo de Nouvelle-Zélande, le perroquet le plus rare de la planète. L'antilope saiga de la steppe kazakh, un animal en danger. Et le guépard de la savane namibienne, lui aussi menacé. Aux côtés d'Andreas Killing, nous allons découvrir les derniers mondes sauvages et les endroits les plus mystérieux du globe. Suivez-moi, on va vivre une grande aventure. L'île du sud de la Nouvelle-Zélande est un refuge dans le sud-ouest du Pacifique, et pas seulement depuis le Seigneur des Anneaux. Andreas commence son voyage dans les Alpes du Sud, la plus haute chaîne de montagnes d'Océanie, avec 17 sommets de plus de 3000 mètres. Te Waipunamu, une zone composée de parcs naturels et nationaux qui s'étend sur tout le sud-ouest de l'île. Sa superficie est de 26 000 km², soit à peu près celle de la Bretagne. Elle est classée au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Les paysages sont magnifiques ici, dans les montagnes néo-zélandaises. Mais les animaux se font rares. On voit quand même régulièrement des kéas. Ce sont les seuls perroquets qui vivent encore dans cette région alpine. Je suis dans la neige, à 2000 mètres d'altitude, et ce kéa cherche des graines dans cette zone d'avalanche. Andreas part à la rencontre d'un cousin du kéa, le kakapo. Il fait partie des oiseaux les plus rares au monde et ne vit plus que dans le sud de l'archipel du Pacifique. En fait, je voulais faire une petite pause ici quand ce kéa est arrivé. Ce sont des oiseaux extrêmement curieux et réputés intelligents. Mais comme ils font énormément de dégâts, ils ne sont pas très appréciés des Néo-Zélandais. En un rien de temps, ce kéa a enlevé le joint de la portière. C'est fou. Leur curiosité insatiable a failli les perdre. Les kéas étaient considérés comme un fléau et jusqu'aux années 70, on donnait une prime aux personnes qui les abattaient. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'environ 5000 spécimens strictement protégés. Tout comme leurs célèbres cousins, les kakapos. Andreas arrive à Orokonui, un sanctuaire écologique du sud-est de l'île qui abrite les espèces particulièrement menacées. Derrière cette clôture sécurisée vit l'oiseau le plus précieux de la planète. Les spécialistes le surnomment le kakapo à $1 million. Il partage ce lieu isolé avec d'autres animaux en voie de disparition. Le takahe du Sud a trouvé lui aussi refuge dans cet enclos. Après plusieurs sas de sécurité visant à tenir les microbes à l'écart, Andreas parvient enfin à destination. Il approche prudemment. Sirocco, le seul kakapo apprivoisé, est une superstar. Sur Internet, il est considéré comme une personnalité publique et compte des millions de fans. C'est beau comme chant. C'est son chant nuptial? Non, c'est le seul kakapo qui émet ce son. Il imite la voix humaine. Vraiment? C'est pour montrer qu'il est heureux. Ah oui? Il aime mordre? Oui, il aime pincer. En 2010, le Premier ministre néo-zélandais a nommé Sirocco porte-parole officielle de la conservation de la faune sauvage. Il est connu pour n'effectuer sa parade nuptiale qu'en présence d'humains. Chez les oisillons,
La phase d'imprégnation ne dure que quelques minutes, voire quelques secondes. Lorsqu'ils sortent de l'œuf et ouvrent les yeux, ce que les perroquets ne font qu'après quelques jours, ils identifient la première chose qu'ils voient comme leurs parents et leurs congénères. Ça signifie qu'ils sont ensuite conditionnés toute leur vie. C'est pour ça que Sirocco se perçoit comme un humain et pas comme un perroquet, et qu'il est très attiré par nous. Même si Sirocco remplit à merveille son rôle de porte-parole, il ne peut pas faire grand-chose pour la survie de son espèce. Les rares kakapos encore en liberté sont d'autant plus précieux. Tous les ans, une seule équipe télé est autorisée à se rendre sur l'une des îles du parc national de Fiordland et uniquement en compagnie de défenseurs d'animaux. À l'arrivée des premiers Maoris dans ce paradis il y a 1 millier d'années, le kakapo a soudain fait face à des ennemis bipèdes et quadrupèdes. En plus des hommes, les rats et les souris, et plus tard les chiens et les chats se sont mis à chasser cet oiseau incapable de voler. Un projet de transplantation coûteux a permis de sauver 126 individus. On a libéré des îles de tous leurs prédateurs avant d'y relâcher les kakapos. Depuis, ces derniers sont étroitement surveillés. La journée commence par un joyeux concert de sifflements et quelques exercices de gymnastique. Andreas et Tim, spécialistes des kakapos, ont du pain sur la planche. Ils vont aider les rangers Karen et Jenny à trouver les précieux oiseaux. Un travail de routine effectué 1 fois par an. Deux espèces d'arbres dominent sur Anchor Island, le hêtre et le rimu, un arbre à feuilles persistantes qui ne pousse qu'ici. Toute la forêt est pleine de rimu. Les kakapos se nourrissent de leurs fruits. Malheureusement, ces arbres ne fructifient que tous les 3 à 5 ans. Les scientifiques s'accordent à dire que les kakapos ont besoin des fruits de rimu pour avoir envie de s'accoupler. C'est pour ça qu'ils se reproduisent aussi peu souvent. Pour que les kakapos s'accouplent plus souvent, les ornithologues mènent une expérience avec des faînes, les fruits du hêtre particulièrement nutritifs. Un kakapo bien nourri est plus enclin à se reproduire. L'antenne reçoit un signal. Un kakapo s'est caché au fond de ce fourré. Okay, so should we split up here? Karen et Jenny vont de l'autre côté. Il est tout près. Peut-être à 10 ou 20 mètres. Nous, on va descendre par ici. L'équipe n'a pas la partie facile. Malgré l'émetteur, le kakapo est champion au jeu de cache-cache. Pourquoi utilisez-vous cette ancienne technologie des antennes terrestres? On nous demande souvent pourquoi on n'a pas recours au GPS pour localiser les kakapos. Le GPS nécessite une grosse batterie. Or, le kakapo n'est pas très grand. Donc on utilise un petit émetteur. En plus, c'est bon marché. Les kakapos ne savent pas voler, mais sont de bons grimpeurs. Avec ce spécimen, on ne s'ennuie pas. Après 6 heures de recherche et 11 km de marche, l'équipe a enfin trouvé une femelle. Elle est âgée de 8 ans et est de poids moyen. 1 fois par an, chaque kakapo doit passer un bilan de santé complet. Et rien ne sert de protester. Ce son indique qu'il est nerveux.
En colère. En colère. D'accord. Quelle est la taille de leur territoire? C'est variable. Certains parcourent toute l'île. La plupart ont un territoire d'1 km². Karen examine ses yeux, ses oreilles et son bec pour voir s'il n'y a pas de coupure, d'éraflure ou d'infection. Elle contrôle le harnais de l'émetteur sous ses plumes pour vérifier s'il ne frotte pas son ventre et s'il n'est pas trop lâche ou trop serré. 20 minutes plus tard, on sait que la femelle se porte bien. Avec de la chance, elle vivra jusqu'à 95 ans. Les défenseurs des kakapos se sont fixés un objectif à court terme, atteindre une population d'au moins 150 femelles dans les îles. C'est une condition nécessaire pour la survie d'une des plus anciennes espèces d'oiseaux au monde. De l'extrémité sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, nous gagnons le cœur du continent eurasien. C'est un immense pays. Sa superficie est plus de 4 fois supérieure à celle de la France. Andreas parcourt le centre du Kazakhstan, le plus grand État enclavé du globe. On surnomme ce territoire le Serengeti du Nord. Si dans le parc national africain, on voit de grands rassemblements de gnous, ici on trouve des troupeaux d'animaux à l'apparence bizarre. Les saïgas, c'est la seule espèce d'antilope qui vit en Europe. Son histoire est très mouvementée. On ne sait pas grand-chose sur ces animaux, si ce n'est qu'ils sont très farouches et se déplacent sans cesse. Le saïga est la plus étrange des antilopes. Avec leurs grands museaux, les mâles ressemblent à des créatures d'une autre planète. Même les petits viennent au monde avec un organe olfactif imposant. Celui-ci n'a que quelques minutes. Les saïgas ne vivent plus qu'en Russie, en Mongolie et au Kazakhstan, qui reste encore largement une terra incognita. Le Kazakhstan se trouve au cœur de l'Eurasie, entre la plaine de la Volga à l'ouest et le massif montagneux de l'Altaï à l'est. Il borde la Chine à l'est et la Russie au nord. Avec ses quelques 2,7 millions de kilomètres carrés, c'est le 9e plus grand pays au monde et il abrite une faune et une flore très riches. Dans le centre du Kazakhstan, des semi-déserts à perte de vue alternent avec des steppes fertiles, sillonnées par une multitude de petits cours d'eau qui se terminent au milieu de nulle part ou alimentent des points d'eau. Le Kazakhstan est faiblement peuplé. On y compte en moyenne 7 habitants au kilomètre carré contre 118 en France. Au printemps, la steppe kazakh déborde de vie. Andreas est sur la route avec Stephen, un géoécologiste de la Société zoologique de Francfort qui travaille ici depuis 10 ans pour la conservation de la biodiversité. Sur une surface de près de 5000 km², il a créé avec d'autres défenseurs de la nature la réserve d'Altundala, qui signifie steppe dorée en kazakh. Lors de leur migration, les saïgas parcourent jusqu'à 80 km/h. Ils sont extrêmement endurants, malgré des températures qui descendent à moins 30 degrés l'hiver et dépassent allègrement les 30 degrés l'été. Le saïga ne survit que grâce à son énorme museau qui remplit différentes fonctions. Un réseau dense de poils et de glandes muqueuses fait office de filtre à poussière et d'humidificateur.
Pour que le sang de l'animal ne chauffe pas trop lorsqu'il marche, son museau fonctionne comme un échangeur thermique. L'été, la muqueuse nasale bien irriguée fait baisser la température du sang de quelques degrés. L'hiver, l'air glacial est réchauffé dans les cavités sinueuses des narines. Mais le nez a encore une autre utilité. Une étude a établi qu'à la saison du rut, le nez du mâle s'accroissait et devenait même plus gros que sa gueule. Pour provoquer ses rivaux, il crie. Et ces cris ne proviennent non pas de la gueule comme pour le cerf, mais du nez, comme pour l'éléphant. Plus son museau est gros, plus il peut beugler fort et montrer toute sa vigueur et sa puissance aux femelles. Ce qui leur plaît, bien évidemment. Les beuglements donnent le coup d'envoi. L'adversaire fait savoir à qui le territoire appartient. Et celui qui ne veut pas l'entendre va le sentir. Au printemps, les saïgas rejoignent leur quartier d'été au sein d'immenses troupeaux. Stephen monte dans les airs avec des gardes-chasse pour les compter. La zone à prospecter s'étend sur 130 000 km². Pour garder une vue d'ensemble lors du dénombrement, les chercheurs survolent systématiquement tout le territoire. Le recensement est fastidieux et dure 4 bonnes semaines. Vu du ciel, les saïgas ressemblent à de petits points bruns clairs. Il faut de l'entraînement et de bons yeux pour compter les troupeaux parfois gigantesques. Chacun d'eux n'est survolé qu'une fois. Cela suffit pour prendre des photos. Les clichés seront ensuite analysés sur l'ordinateur pour savoir exactement combien il y avait d'animaux à tel endroit. Ces dernières semaines, le travail des défenseurs de l'antilope eurasienne ne prend fin qu'à la tombée du jour. Durant la période glaciaire, les saïgas se comptaient par millions. Puis les forêts se sont étendues et leur habitat s'est fortement réduit. Au XVIIIe siècle, avec la colonisation humaine, l'agriculture et l'élevage, la taille des troupeaux n'a cessé de diminuer. Au début du XXe siècle, les saïgas étaient menacés d'extinction. L'appauvrissement de la population rurale a entraîné une explosion du braconnage. Le saïga était recherché avant tout pour sa chair. Ses cornes étaient et sont toujours utilisées comme remède dans la médecine traditionnelle chinoise. À partir des années 50, le saïga a été chassé massivement. Dans les années 70, le braconnage s'est accru et a atteint son pic après l'effondrement de l'Union soviétique. En seulement 10 ans, les effectifs ont diminué de plus de 95%. Jamais un mammifère terrestre n'a été aussi proche de la disparition en si peu de temps. Aujourd'hui, les saïgas ne vivent plus que dans 3 régions du Kazakhstan. Leur population est remontée à environ 250 000 individus. Grâce aux défenseurs de la nature, la tendance est à la hausse. Le début du mois de mai est la meilleure période pour les recherches sur le terrain. Andreas arpente de nouveau la steppe avec Stephen et Nurlan. Un nouveau-né, apparemment orphelin, est presque invisible dans l'herbe. Nurlan couvre délicatement ses yeux pour qu'il ne s'effraie pas. Nous nous trouvons ici dans la plus grande maternité du Kazakhstan, pour ainsi dire. De début mai à la mi-mai, les saïgas femelles mettent bas. Voici un petit parmi tant d'autres. Combien pèse-t-il?
Il est assez petit, il pèse 2,9 kg. C'est un poids plume. Normalement, il devrait faire entre 3 et 3,5 kg. Les nouveau-nés ont un poids relativement élevé par rapport à celui de leur mère. Surtout quand on sait qu'il y a souvent des jumeaux, voire des triplés. C'est un poids tout à fait correct. Chaque printemps, les défenseurs des saïgas marquent 1000 petits pour pouvoir les identifier plus tard. C'est fait en 2 minutes. Maintenant, le jeune doit attendre le retour de sa mère, partie chercher à manger. À cette période, les nouveau-nés sont des proies faciles pour les prédateurs tels que l'aigle des steppes. Mais pas de chance pour celui-ci. Le troupeau se met en marche. Dès 2-3 jours, les petits marchent d'un pas alerte. Ce qui saute aux yeux, c'est la proportion importante de jumeaux et de triplés. Comme beaucoup d'antilopes, les saïgas sont des animaux grégaires et les gestations multiples font partie de leur stratégie de survie. Leur progéniture nombreuse les aide à résister aux catastrophes. Pendant 2 jours, tout semble bien se passer. Puis les femelles tombent malades les unes après les autres, brusquement en quelques heures, sans raison apparente. Certaines meurent. Sans leur mère, les nouveau-nés n'ont aucune chance de s'en sortir. Les dernières gouttes de lait maternel ne sont pas d'un grand secours. Les orphelins essaient de téter d'autres femelles, en vain. Des drames se déroulent sous nos yeux. Commence alors un jeu de devinettes sur les causes de l'hécatombe. D'aucuns pensent que le carburant des fusées russes a pollué la steppe. À moins que ce ne soit la maladie du charbon. Les scientifiques évoquent une intoxication due à une herbe trop riche en protéines ou à un agent pathogène inconnu jusqu'ici. Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens triste et impuissant à la fois. Tout autour de moi, des milliers de saïgas meurent. En fait, j'étais venu ici pour filmer ces antilopes, leur comportement social, leur naissance. Même les scientifiques sont complètement désemparés. Aucun d'eux ne connaît les causes de ce désastre. C'est juste une vision d'horreur. À présent, les petits aussi tombent malades. Les défenseurs des animaux ne peuvent rien faire. La grande colonie la plus proche se trouve à 1 millier de kilomètres. Les saïgas ne peuvent pas être nourris au biberon, sans quoi ils seraient ensuite incapables de vivre dans la nature. Ils ne peuvent pas non plus être enfermés dans un zoo. Pendant le tournage, une grande partie du troupeau est morte de manière tragique. Quelle peut être la cause de cette mortalité massive? Les saïgas se trouvent en nombre important. Une mortalité massive pourrait donc être un processus naturel pour réguler cette population. Mais cette mortalité, combinée au braconnage intensif, constitue une grave menace, parce que ça pourrait porter un coup de grâce aux saïgas. Au total, environ 200 000 saïgas adultes sont morts. Quelques mois plus tard, on découvre que l'hécatombe a été provoquée par des bactéries, sans doute dues à un environnement fortement modifié. On estime que 30 000 saïgas ont survécu. Les chercheurs espèrent que ce sera suffisant pour la sauvegarde de l'espèce. Nous quittons la réserve d'Altoundala pour les savanes de Namibie.
Le sprinter le plus rapide du monde y court pour sa survie. De moins en moins de guépards évoluent en liberté. Selon des estimations scientifiques, la situation était tout autre il y a encore 100 ans. Plus de 100 000 guépards sillonnaient les savanes d'au moins 44 pays asiatiques et africains. Depuis le début du XXe siècle, leur habitat a été de plus en plus grignoté par l'homme. Le guépard d'Asie a presque entièrement disparu. Aujourd'hui, il ne reste plus que 12 500 spécimens répartis dans 25 pays africains. Environ un quart d'entre eux se concentrent en Namibie. Les guépards se plaisent dans les grands espaces où ils trouvent suffisamment de proies. Mais ils ne sont pas de taille à attaquer les gnous à queue blanche. Leur habitat idéal est la savane. Avec une superficie supérieure d'un tiers à celle de la France, la Namibie abrite toujours l'une des plus riches biodiversités au monde. On y compte 20 000 éléphants. Dans certains endroits, on a pu réintroduire des rhinocéros. Là où ils broutent paisiblement, tout va bien. Andreas est accompagné de Laurie. Cette biologiste américaine est comme une mère pour les guépards. Depuis plus de 25 ans, elle se bat pour leur habitat en Namibie. Elle rencontre toutefois de nombreux obstacles qui rendent la vie dure aux félins. Regardez comme c'est dense. On appelle ça l'embroussaillement. C'est plein d'arbustes à épines. L'herbe ne pousse pratiquement plus ici. Vous imaginez un guépard franchir cette broussaille? Ou d'autres animaux? Ça fait comme un mur épais. C'est ça le problème. Un tiers de la Namibie est envahi d'arbustes à épines. Et c'est pareil pour la plupart des autres pays arides d'Afrique. Le nord de la Namibie avait autrefois un aspect bien différent. Il était constitué de vastes savanes herbeuses. Durant des millénaires, tous les grands herbivores ont pu manger à satiété en arpentant la région. Ils ont créé ainsi des paysages ouverts. Plus il y a de terres cultivées, moins il y a de place pour la faune sauvage. Bœufs, chèvres et moutons ne se nourrissent guère d'arbustes épineux, lesquels recouvrent désormais 12 millions d'hectares de la savane namibienne. Dans les broussailles épineuses, beaucoup de guépards se blessent en chassant. Celui-ci a une grande plaie à la patte avant. Si elle s'enflamme, il peut mourir. Le combat contre l'embroussaillement est rude. Dans de nombreux pays du globe, on emploie des méthodes brutales pour faire disparaître la brousse. On la brûle ou on la détruit à l'aide de substances toxiques. En Namibie aussi. Mais Laurie a trouvé une autre solution. On abat les arbustes, puis on les coupe en petits morceaux pour fabriquer ces briquettes en bois très compactes. Enfin, ce ne sont que des buissons épineux qui ont été comprimés à l'aide de presse. Ça brûle à une température élevée et ça ne dégage que très peu d'émissions dans l'air. La vente des briquettes en bois apporte un revenu complémentaire aux habitants. Tout le monde y gagne. Entre-temps, les collègues de Laurie ont réussi à capturer le guépard blessé. Il n'y a qu'un court trajet en pick-up jusqu'à la clinique vétérinaire de l'exploitation.
Une fois leur plaie soignée, les guépards s'apprêtent à retrouver la liberté. Avec quelques jeunes orphelins élevés par l'homme, ils suivent 2 fois par jour un entraînement à la course de vitesse. Ça entretient le corps et l'esprit. Le principal problème dans ce pays désertique, c'est qu'il reste peu de régions suffisamment fertiles pour les humains comme pour les animaux. Aujourd'hui, 95% des guépards sauvages de Namibie vivent sur des terres agricoles. Laurie sait que les éleveurs les détestent parce qu'ils ont peur de perdre leur bétail. Ces chiots sont l'arme secrète de Laurie. Ce sont des bergers d'Anatolie qui supportent bien la chaleur en Namibie. Ils grandissent avec le troupeau de chèvres qui devient leur harde. Les guépards ont de nombreux ennemis. Les chasseurs les abattent, les paysans et les bergers les tiennent à distance pour protéger leurs troupeaux. Des études scientifiques révèlent pourtant que les pertes de bétail imputables aux félins sont minimes. Cette femelle a pris un phacochère pour ses petits. Les chercheurs l'ont équipée d'un capteur pour pouvoir mieux observer comment elle élève sa progéniture. Laurie veut savoir ce que les guépards préfèrent manger. Avec Andreas, elle part à la recherche de leurs traces. Tiger, le chien renifleur, les aide. Il a été dressé pour trouver des excréments de guépard et une fois de plus, il fait bien son travail. Les excréments de guépard sont une source d'information pour Laurie et ses collègues. Ces excréments ont l'air assez frais. Mais que révèlent-ils? Nous allons apporter cet échantillon dans notre laboratoire, extraire l'ADN et identifier ainsi le guépard. Ensuite, nous examinerons les poils contenus dans les excréments. Comme ça, nous saurons ce que l'animal a mangé. Chaque poil est examiné au microscope. Dans le cas présent, la proie était un steinbock, une petite antilope. Dans la région, 500 bergers d'Anatolie surveillent les troupeaux de bétail pour les préserver des attaques de félins. Ils vivent parmi leurs protégés. Un berger d'Anatolie adulte fait environ 70 cm de haut pour 75 kg. De quoi dissuader n'importe quel guépard. Ainsi, le vaste programme de protection mis en place par Laurie profite à tout le monde. Les éleveurs ne perdent plus de bétail et les guépards ne s'attirent plus leurs courroux. Nous quittons les guépards de Namibie pour nous pencher sur un autre conflit d'intérêts entre l'humain et l'animal. On le surnomme le dragon rouge. Et voilà comment il observe notre monde. Pour trouver des proies, le milan rouge scrute le sol de ses yeux perçants. Les champs aux cultures variées lui offrent un véritable festin. Au printemps, il se nourrit plutôt de vers de terre. Il s'oriente toujours vers le bas, si bien qu'il ne voit pas ce qui arrive de derrière ou de devant. Chez les ornithologues et dans le langage populaire, les éoliennes sont appelées broyeuses d'oiseaux. Les rapaces sont particulièrement touchés. En premier lieu, le milan rouge.
Depuis la transition énergétique en Allemagne, on assiste à un véritable boom des éoliennes. Et c'est bien ça le problème. Notre pays abrite près de 60% de la population mondiale de Milan rouge. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de ces oiseaux. Dans le monde, il reste au maximum 25 000 couples pour assurer la survie de l'espèce. Les milans rouges privilégient les zones agricoles, où ils trouvent toujours à manger. Les 12 500 couples recensés en Allemagne vivent en milieu ouvert. Il s'agit bien souvent de régions venteuses, où 25 000 éoliennes ont déjà été installées. Et il y en aura d'autres. Pour le milan rouge, l'espace commence à manquer. Des ornithologues ont décidé de passer à l'action avec un grand-duc. J'imagine bien quel est votre objectif, mais à quoi peut vous servir ce spécimen, disons, figé? C'est simple, le grand-duc est le pire ennemi du milan rouge et c'est ce que nous exploitons. D'ordinaire, il s'abat sur lui comme un fou furieux pour essayer de le chasser de son territoire. Les petits dans le nid ont environ 2 semaines. Les parents sont donc extrêmement vigilants et s'efforcent de les protéger contre des ennemis comme le grand-duc. Quand les oisillons sont encore petits, c'est surtout le mâle qui rapporte la nourriture pour toute la famille. En général, des rongeurs ou de jeunes oiseaux. Les ornithologues veulent prendre les milans rouges dans leur filet pour les munir de capteurs. Pour rendre le leur plus crédible, Marion lui donne une voix. Les milans rouges sont en état d'alerte maximale. Les sons qu'on entend sont typiques. Ce sont des cris d'avertissement. Les milans rouges s'approchent en vol piqué du prétendu grand-duc et l'attaquent. Les chercheurs libèrent prudemment l'oiseau du filet. C'est la femelle. Elle a le ventre plumé pour la couvaison. Ça chauffe mieux. À présent, elle est équipée d'un capteur dans le dos. Pourquoi vous lui mettez ce capteur? Nous voulons étudier l'espace dont le milan rouge a besoin et montrer, chiffres à l'appui, quel habitat il lui faut. L'oiseau reste étonnamment calme durant l'examen. Il se fige et a la langue qui pend. Qu'est-ce que ça signifie? Rien de grave. Il n'est ni choqué ni à l'agonie. Par réflexe, il fait semblant d'être mort. Ça a l'air inquiétant, mais ça ne l'est pas. C'est une excellente stratégie. Imaginez que ce milan ne soit pas entre les mains bienveillantes d'un ornithologue, mais entre les griffes d'un renard. S'il remuait constamment, le renard le mordrait sans cesse et il mourrait rapidement. Au bout d'un quart d'heure, Marion relâche le milan. Les parents vont s'occuper des petits encore une trentaine de jours. Les distances que les milans rouges parcourent à la chasse dépendent de la nourriture disponible. On ignore combien d'entre eux sont victimes des éoliennes. Quelques semaines plus tard, Andreas retrouve les ornithologues. Ils effectuent une première analyse des données des émetteurs.
Ces Milans se sont beaucoup déplacés. C'est exact. Actuellement, la distance de sécurité recommandée entre les nids des Milans et les éoliennes est de 1000 mètres. Autrement dit, les oiseaux ont droit à 3 km². À partir de nos données, nous voyons que ce spécimen a survolé une zone de 12 km². Ça signifie qu'il a besoin de bien plus d'espace. Notre grand voyageur, en rouge, vole souvent à 3 km au nord et au sud de son nid, à 9 km à l'est et même à 19 km à l'ouest. Il reste néanmoins près du lac de Constance. De même, le Milan de Forêt-Noire, en jaune, parcourt de plus longues distances entre son nid et les lieux où il se repose le jour. Il sillonne une zone d'environ 11 km². Le spécimen en bleu évolue sur un rayon plus faible, mais dépasse lui aussi la valeur recommandée de 3 km². En clair, la distance de sécurité minimale entre les éoliennes et les nids des Milans n'est pas une protection efficace. Absolument pas. Tôt ou tard, presque tous les Milans se retrouveront à proximité d'éoliennes et le risque de collision sera énorme. Les défenseurs des oiseaux veulent éviter cette situation, y compris dans un land comme le Bade-Wurtemberg où beaucoup d'éoliennes sortent actuellement de terre. Peter demande des solutions viables pour toutes les aires de nidification des Milans rouges. On peut souhaiter beaucoup de choses, mais quelle serait la solution idéale? Dans une zone où un grand nombre de Milans nidifient, comme c'est le cas ici, on ne devrait pas installer d'éoliennes du tout. Si on ne peut pas faire autrement, il faut éviter d'aménager des prés de fauche. Lorsqu'ils sont fauchés, ils attirent les Milans comme des aimants à cause des insectes et des souris mortes. Or, si 30, 40 ou 50 oiseaux viennent ici avec leurs petits, il y aura forcément des morts, c'est évident. Du coup, il vaut mieux planter du maïs, ça n'intéresse pas les Milans. Si les prés de fauche sont la seule option à cause du sol ou pour des raisons hydrologiques, il convient d'arrêter les éoliennes pendant quelques jours après la fauche, pour que les Milans puissent se nourrir et quitter ensuite la zone à risque. Partout en Allemagne, les éoliennes font débat. Le Milan rouge a une chance de s'en sortir, à condition qu'on respecte davantage son espace vital.